bonjour. Bonjour Eliana. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Super. Alors, de nouveau, sur le plateau de Studio Qualita, pour un nouvel épisode de Immigration, l'émission des Aliyot qui raconte donc ces montées, cette immigration vers Eretz Israël. Alors aujourd'hui, nous allons parler, Ève, nous allons continuer en fait le sujet que nous avons commencé la dernière fois. La dernière fois, nous avons présenté ce personnage extraordinaire qui était le Gaon de Vilna. C'est ça, le surdoué génie de Vilna. L'érudit de Vilna. Alors après l'avoir présenté, en fait, nous, ce qui nous intéresse, parce que quand on l'a présenté la dernière fois, à la fin de sa vie, il ne fait pas son alia, lui. Il ne fait pas son alia bizarrement, il professe quelque chose qu'il n'accomplit pas. Il demande, ou ses élèves vont pour lui partir en Eretz Israël, et lui n'y viendra jamais, ne mettra jamais les pieds en Israël. Alors, juste un tout petit peu après sa mort, il y a un livre en fait qui paraît. Ce livre se nomme Kol Hator, ce qui veut dire la voix de la colombe. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est la voix de la colombe? En fait, c'est un recueil d'enseignements messianiques qu'a écrit le Gaon de Vilna. Donc, ce sont ses élèves qui font publier ce livre. Son élève le plus célèbre, qui s'occupe de la publication de ce livre, c'est Rabbi Hillel Shiklov. Et donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que nous sommes dans une période messianique et il est temps de revenir vivre en Eretz Israël. Il est temps de partir, et c'est que vont faire les Talmidim du Gaon, donc ce qu'on a appelé les Pérouchim, parce qu'on a expliqué la dernière fois qu'ils ils ont fait une scission avec les Chassidim qui va perdurer en Israël. Et donc ces Pérouchim vont partir, vont entamer un long périple. Ils vont être 500 familles, enfants, 500 personnes qui vont chercher à obtenir les autorisations des autorités ottomanes pour s'installer d'abord à Tveria et à Tzfat en Israël. Est-ce que ça se passe bien, cette installation? Alors, comme on l'a dit, toujours cette guéguerre que le Gaon de Vilna avait enclenchée avec les Chassidim qu'il détestait, qui le l'ont bien rendu. Et donc, les générations suivantes vont porter cette scission. Et donc, ça va très mal se passer d'abord pour les Pérouchim qui vont s'installer à Tveria juste 2 mois et qui vont finalement partir et qui vont aller à Tzfat et qui vont essayer d'établir une communauté ashkénaze différente de celle des Chassidim, mais ça ne va pas être absolument facile. Et alors, tous ces Juifs qui vivent à cette époque-là en Eretz Israël, il faut le dire, ils ne travaillent pas pour vivre, plutôt ils font partie de ce qu'on appelle la chalouka, chalouké en yiddish avec un accent ashkénaze. Qu'est-ce que c'est exactement, Ève? Alors, c'est de l'argent qui est envoyé par les Juifs riches du monde entier pour aider ces Juifs qui étudient à ne pas avoir à se soucier de l'argent. Alors, il n'y a pas de question de honte ou d'indignité dans ce don d'argent, puisqu'il est entendu que le devoir de ces Juifs-là est de prier et de dater la venue du Messie par leur prière. Donc, tout le monde se rend service en quelque sorte. En fait, ça rappelle un petit peu comment on appelle ça, ce esquème, ce lien, cet accord qui existait déjà à l'époque de Issachar et de Zevouloun. On raconte que donc, dans les 10 fils de Jacob, il y avait 2 fils, un qui travaillait et l'autre qui étudiait. Et puis celui qui travaillait disait, voilà, je travaille, je te donne de l'argent et toi tu étudies pour moi, en mon honneur. D'ailleurs, c'est un concept, c'est un accord qui avait déjà été utilisé par le Rambam, par Maïmonide avec son frère David. Donc Rambam qui était Moshe, son grand frère David travaillait et était, d'ailleurs il va mourir dans un de ses voyages c'était un marchand et il voyageait à travers les mers. Et donc David travaillait pour son frère Moshe, et c'est comme ça que Moshe a pu devenir un très très grand de la Torah. Voilà. Puisqu'on l'avait vu la dernière fois, n'est-ce pas, le Maïmonide. On avait parlé au moment... On n'en a pas. on voulait en parler, voilà. On va en parler très bientôt. On en parlera, et de toute façon, on ne peut ne pas en parler. Donc 85% quand même des Juifs, à ce moment-là, vivent des dons, ce qui est énorme. Alors en fait, de ne vivre que de dons, ça peut poser parfois des problèmes. Et c'est d'ailleurs le problème de la synagogue de la Chourva. C'est une synagogue dont la construction est entamée et en fait, il n'y a pas assez d'argent pour payer les créanciers. Non seulement il n'y a pas assez d'argent pour payer les créanciers, mais en plus tout le monde se dispute la propriété ancestrale de la cour de cette synagogue.
On a encore une fois nos Pérouchim et nos Chassidim qui ne sont pas d'accord, et les Chassidim qui refusent aux Pérouchim le contrôle de la cour, prétendant qu'elle ne leur a jamais appartenu, ni à eux, ni à leurs ancêtres, et qu'eux-mêmes ont des liens beaucoup plus étroits avec cette parcelle de terre. Et en fait, cette synagogue va être détruite à plusieurs reprises, donc à cette époque-là, puisqu'il manque de l'argent, et puis elle va être détruite à une autre période, un peu plus tard dans l'histoire, en 1948, juste après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, le lendemain du Lag BaOmer 1948. Cette synagogue va être détruite, va être bombardée par les Jordaniens. Donc c'est une synagogue qui faisait vraiment partie du paysage de Jérusalem. Donc elle s'appelle la Chourba qui veut dire une destruction. Et d'ailleurs, il y a quelques années, elle a été reconstruite. C'est une des dernières synagogues. Et d'ailleurs, il y a une autre synagogue qui en ce moment est en train d'être reconstruite dans la vieille ville. C'est la synagogue de Tiferet Israël. Donc ces synagogues qui font partie de l'histoire du peuple juif et de l'histoire du peuple juif à partir du XVIIIe siècle sur la terre d'Eretz Israël. Et donc de les reconstruire, c'est vraiment revenir à nouveau dans l'histoire. Alors justement, donc vous voulez ne plus parler de la Chourva, mais c'est important quand même de dire que donc ces juifs ashkénazes, puisque ce sont les juifs ashkénazes, avaient tellement de dettes qu'au bout d'un moment, à Jérusalem, pour ne pas qu'on les attrape, pour ne pas que leurs créanciers les attrapent, en fait, ils commencent à changer leur aspect extérieur afin de ne plus être reconnaissables. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à porter des habits, des habits de séfarades. Et donc, si vous vous baladez un jour à Jérusalem et vous voyez de vieilles familles de chassidim, de lignées de chassidim qui sont arrivées en Israël très tôt, vous verrez qu'ils portent des vêtements, des tuniques de soie colorées. Et en fait, ces tuniques de soie colorées, c'était à l'époque, c'était les tuniques que portaient les juifs turcs, donc les juifs de l'Empire ottoman. Et donc, quand l'Empire ottoman, les créanciers de l'Empire ottoman voient ces juifs dans la rue, ils ne savent pas que ce sont des juifs ashkénazes puisqu'ils sont persuadés que ce sont des juifs séfarades. Donc voilà. Sans dette. Sans dette, exactement. Donc c'est plus simple pour Alors eux. Ève, dites-nous, ces communautés qui sont arrivées en Israël, ces descendants des étudiants du Gaon de Vilna, les Pérouchim. Exactement, les Pérouchim. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, on va faire un petit bond en avant parce qu'on peut pas, parce qu'il faut, sinon on y passerait des heures et des heures. Donc, ils vont devenir ce qui se passe souvent dans l'histoire juive, c'est-à-dire que ça va pas bien se passer pour eux. En 1834, quelques Arabes musulmans commencent à manifester avec violence à Sfat. Ils vont s'en prendre aux Juifs, bien sûr. D'après les prophéties, les vrais croyants vont s'insurger contre les Juifs dans un juste courroux et les dépouiller de leur or, de leur argent et de leurs bijoux. Le pogrom du 15 juin 1834 donc, va durer 33 jours et il va provoquer une forte décroissance de la communauté juive. On parle d'un nombre probable de 500 morts environ. 500 morts pour l'époque, c'est un nombre extraordinaire, c'est un nombre très très important puisque la communauté est très très faible. Exactement. Et ce qui va entraîner en fait... ces pogroms, ils se déroulent où ? Ils se déroulent à Tzfat. À Tzfat. Donc c'est pour ça que en fait, ces communautés juives vont descendre en fait. Une grosse partie était déjà partie à Jérusalem. Et la seconde partie va les rejoindre en fait. Exactement. Et donc à Jérusalem, en 1856, on compte sur les 18 000 habitants de la ville, 5 137 juifs, dont 3 500 séfarades, et le reste pour la majorité des Pérouchim. Alors, merci Ève. Au prochain épisode, on parlera justement de la vie de ces habitants de Jérusalem et d'une personnalité qui va véritablement changer leur vie, Moïse Montefiore. Montefiore, absolument. Ce sera pour très vite. Alors, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.